Ouais, je me souviens, ouais, c'était, j'avais quel âge? J'avais peut-être 9 ou 10 ans. J'ai oublié, c'était dans un livre de grammaire. Il y avait un extrait de texte que j'ai demandé à une amie quoi, de me lire en fait. J'avais envie d'entendre le texte. J'ai oublié de qui était le texte, ben je me souviens plus. Mais je me souviens que c'était un peu l'origine, un peu de la magie des mots, de la magie de la langue. Et je me suis dit tout de suite après, même pendant qu'elle me lisait le texte, que je voudrais bien écrire quelque chose comme ça, qui puisse me donner cette sensation, ce sentiment ce sentiment, si je peux dire, si vous voulez, un peu de béatitude en fait. C'est juste quelques phrases et la voix aussi. Quelques phrases qui me donnent cette sensation, qui me... Tu vois, c'est cette sensation de bonheur, quoi. C'est juste des mots, quoi. Et après, je me suis mis à lire, à chercher des trucs, à chercher des livres. Et je suis tombé sur Joyce, je suis tombé sur Faulkner, je suis tombé sur Marguerite Duras, d'ailleurs. Je suis tombé sur Proust, que j'ai toujours voulu battre. Joyce aussi. Et qui d'autre? Je suis tombé sur Jacques-Stéphane Alexis, notamment Compère Général Soleil. Je suis tombé sur Franck Etienne aussi. Et c'est là que j'ai commencé à détester Franck Etienne parce que je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux prendre de Franck Etienne? Rien. Que des instants de beauté, que des étincelles de beauté, quoi. Et qu'on ne peut rien faire avec Franck Etienne, on peut l'aimer tout simplement ou le détester. C'est un peu ça. Et j'ai rencontré aussi Lionel Trouillot, j'ai rencontré aussi... qui d'autre? Beloved. Beloved de Toni Morrison. Et ah non, mais c'est des auteurs, c'est comme... Je les appelle mes souffleurs, c'est-à-dire je ne peux pas écrire sans eux. Je pense tout le temps à ces gens-là, c'est des amis à moi. En quelque sorte, c'est des gens qui me soufflent des bouts de phrases, des idées. Parce que moi, je ne crois pas en l'écrivain spontané, parce qu'il faut une mémoire littéraire, à mon avis, pour écrire. C'est-à-dire, à mon avis, c'est ce qui va t'empêcher de dire que je suis un génie, en fait. C'est-à-dire, avant toi, il y avait ces gens-là, ces auteurs, et aussi il y a les gens que tu côtoies, que moi j'ai côtoyé, il y a les gens, ces gens-là m'ont construit aussi littérairement, ont aidé mon regard à mieux regarder en quelque sorte. Ouais, c'est un peu ça. En fait, je peux dire que j'ai grandi avec une sorte de nostalgie d'une époque que j'ai pas connue, à Port-au-Prince. Et j'ai l'impression aussi de vivre ça même avec les femmes, parce que je fréquente beaucoup de femmes mûres, en fait. C'est pas une comparaison que j'essaie de faire, c'est-à-dire le fait de fréquenter beaucoup de femmes mûres, c'est-à-dire des femmes que j'ai pas connues dans leur jeunesse. C'est un peu comme ça que je vis, j'ai vécu à Port-au-Prince un peu. C'est-à-dire c'est une ville
où j'ai adoré me promener, juste avant le tremblement de terre d'ailleurs. Par exemple à Paco, j'ai adoré me promener le dimanche et faire plusieurs stations comme une sorte de procession en fait. Visiter un peu les églises, aller voir les gens un peu quoi, les gens qui fréquentent les églises, les gens qui fréquentent les marchands de nourriture, de fast-food si vous voulez. On peut me promener dans la ville, sentir la ville, parce que me laisser habiter par la ville en fait. Au lieu d'habiter la ville. Et Port-au-Prince, dans ce que j'écris, Port-au-Prince traverse tout ce que j'écris un petit peu, quoi. Je peux pas dire tout, parce que j'ai un problème avec la répétition, en fait. Avec ce qu'on pourrait appeler le bonheur, qui est, comme le dit Kundera, le bonheur, c'est un désir de répétition. C'est-à-dire, moi, je veux pas de cette répétition. C'est pour ça que je change toujours de thème dans tout ce que j'écris, même s'il y a toujours l'essentiel, un peu l'essence, qui est la langue, ce travail sur la langue. Je pourrais même parler aussi de New York, de Paris, ou de La Havane, en fait. C'est des villes qui m'habitent, c'est des villes qui m'impressionnent, qui me fascinent. Surtout les gens. Là, par exemple, Port-au-Prince, je ne sais pas de regarder Port-au-Prince, en fait. J'essaie de traverser Port-au-Prince comme Port-au-Prince me traversait avant le tremblement de terre. Parce que les repères que j'avais avant n'existent plus, en fait. Mes repères, en tant que... J'ai jamais adoré le Champ de Mars. J'ai jamais aimé le Champ de Mars. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien le monumental en fait. J'ai adoré le Palais National, mais pas les héros, parce qu'ils sont trop petits. C'est-à-dire quand je passe au Champ de Mars, je m'assois avec des gens, mais c'est un endroit qui m'a jamais habité vraiment en fait. Ouvert, mais j'ai jamais aimé. Regarde le nègre marron. Il est tout petit, il est maigrichon. Regarde Dessalines sur son cheval. Il est trop maigrichon, quoi, c'est pas possible. Ah non, mais j'ai jamais aimé ça. Par exemple, à Delma, j'ai grandi, une partie de mon enfance, j'ai grandi à Delma. J'ai jamais aimé Delma. À Delma, je me sens tout perdu, quoi. C'est pas de projet, ça n'existe pas l'urbanisme dans ce quartier. De toute façon, au début, quand j'habitais là-bas, c'était un quartier de parvenus. Ça, déjà, j'ai pas aimé. Moi, j'ai toujours préféré le vieux, quoi. Et c'est pour ça que j'ai aimé le Bel-Air, pour son histoire, et pour aussi la mémoire de Franck Etienne qui est là-bas, en fait. Franck Etienne a grandi dans ce quartier, et lui, Franck Etienne, pour moi, il le dit d'ailleurs, c'est une cathédrale. Et il a grandi juste à côté de la cathédrale de Port-au-Prince. Et aussi, j'aime bien la place Calboire. Parce qu'il y avait Calboire qui traînait sur cette place. J'aime bien une ville avec une mémoire, en fait. Et c'est pour ça que j'ai cette nostalgie de Port-au-Prince. Air.
c'est le regard en fait. Ça a toujours été le regard, j'étais curieux de... Est-ce que les gens, c'était... en fait, en fait, le monde pour moi, c'était un grand théâtre en fait. J'étais très curieux de regarder les gens, de savoir à quoi ça pensait, quoi, les gens. Surtout les grandes personnes. Tu vois, la hauteur ou la taille des gens m'intéressait toujours. Parce que j'avais peur de rester tout petit en fait. J'avais tout le temps peur de ça. Et ça me fascinait en fait, les gens que je regardais comme ça. Comme j'étais dans un... J'étais qu'avec les femmes, j'étais qu'avec ma grand-mère, mes sœurs, l'unique copine de ma mère, qui était magnifique d'ailleurs, elle qui avait... c'était une femme qui parlait à l'église, elle avait un verbe. Et moi, elle me fascinait. Je disais tout le temps à ma mère, quand je serai grand, je vais épouser ta copine alors. Je me souviens de ça. Et pour elle, j'avais commencé à écrire des poèmes. D'abord pour elle, puis pour ma mère. Et à l'âge de 12-13 ans, j'ai écrit mon dernier poème. C'était pour ma mère, c'était pour son anniversaire. Et c'est là que ma mère, la réception de ce poème, elle n'était pas du tout bonne. J'ai senti qu'elle ne pouvait pas accéder à ma poésie en fait. Et c'est là qu'elle m'a dit, méfie-toi de la poésie. Du songe, quelque chose comme ça. Et là je me suis dit, ok, si mes femmes n'aiment pas ce que je fais, il faut changer de médium en fait. Il faut changer de manière d'expression. Et c'est là je me suis dit, ok, je vais raconter des histoires plutôt en fait. C'est-à-dire par exemple raconter, essayer de comprendre, raconter cette incompréhension, raconter un peu pourquoi elle n'a pas pu accéder à ma poésie. Essayer de raconter avec des mots, avec ces mêmes mots, mais dans une autre forme en fait. Je me suis dit, ok. Et il y avait aussi l'histoire de cette fille et la voix surtout de cette fille que je voulais restituer en quelque sorte, plus que le texte en fait qu'elle m'avait lu. Et c'est pour ça que j'écoutais tout le temps en fait. J'écoutais les gens et j'essayais de piquer des histoires aux gens que j'écoutais, aux grandes personnes surtout, et aux femmes, surtout aux femmes, parce que j'ai toujours pensé que les femmes avaient plus d'histoires à raconter, ou peut-être je ne sais pas, parce que j'ai grandi parmi plein de femmes qui souffraient en fait de l'amour en fait, de l'infidélité des hommes, et qui racontaient ça un petit peu soit dans la douleur, avec des pleurs, soit joyeusement quoi. Et moi j'ai toujours été fasciné par ça. Et j'ai toujours voulu rencontrer des gens, surtout des gens
qui écrivent des poèmes, qui écrivent des nouvelles, des choses comme ça, parce que je ne savais pas ce que c'était en fait. J'ai senti le truc, je voyais des livres, pas beaucoup, et c'est aussi à l'âge de 13 ans que j'ai demandé à ma mère que je veux une carte de l'Institut français. Et j'ai commencé à aller à fréquenter l'Institut français pour trouver des livres parce qu'il n'y avait pas assez de livres chez moi. Je crois même que tous les livres qu'il y avait chez moi, c'était mes livres. Ouais. Et ouais, c'est ça mon enfance. Et je crois aussi je voulais réécrire à cet âge un livre de jeunesse que ma prof de français m'avait donné en cadeau. J'ai tout recopié. J'ai fait cet exercice de... Parce que j'ai tellement aimé, parce que j'avais les meilleures notes en français à l'école, c'était en 6e. Elle m'a donné ce livre et j'ai tout recopié ce livre. C'est-à-dire, je peux dire même, c'était mon premier roman en fait, ce livre à l'âge de 13 ans. C'est ça mon enfance, c'est le regard et c'est aussi l'arrière-pays, Lansavo, là où est née ma mère. Et c'est aussi, je payais à des jeunes, à des enfants comme moi, pour me raconter des histoires, des contes. Quand j'allais à Lansavo, c'est ça mon enfance, j'étais toujours intéressé par ça. Par les histoires, l'imaginaire de ces enfants. Je sentais tout le temps que ces enfants étaient supérieurs à moi parce qu'ils connaissaient plein d'histoires. Et que moi, le garçon des villes, qui connaissait rien en fait. C'est ça mon enfance, c'est ça mon enfance. Et j'ai préféré la rivière à la ville, j'ai préféré... Aussi, ma grand-mère m'avait donné un âne. Ouais, je me souviens de tout ça. C'est ça mon enfance. C'est un peu ça mon enfance. C'est là que j'ai connu l'origine de la femme, c'est à Lansavo. C'était... Ouais, c'est un peu ça. L'origine du récit aussi, c'est à Lansavo. Je voulais raconter l'histoire de ces gens, l'histoire des gens que j'ai rencontrés à Lansavo. Je voulais tout mélanger, j'étais complètement perdu d'ailleurs. Avec toutes ces histoires, tous ces gens, l'imaginaire de l'arrière-pays, de ces enfants que je pensais supérieurs à moi, qui connaissaient le nom des arbres, qui connaissaient tout, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre le nom, à nommer un petit peu le monde, quoi. C'est ça. Ouais. Et jusqu'à présent, je pense que les gens de l'arrière-pays sont supérieurs à moi parce qu'ils vivent près des arbres, près des bêtes et qu'il y a plus de mots quoi, dans l'arrière-pays. Et ce sentiment de l'empirique aussi, ça m'a toujours un peu fasciné, quoi. Et c'est dans l'arrière-pays qu'on apprend ça, qu'on apprend des choses oubliées, en fait. Pas à Port-au-Prince, pas dans les grandes villes. Et c'est ça aussi mon enfance. L'école, ça a toujours été une souffrance pour moi. J'ai toujours aimé que mon prof de français ou d'histoire. Je pensais que j'allais devenir historien. Parce que moi à l'école, j'ai toujours aimé la petite histoire. Si un prof d'histoire ou une prof d'histoire ne me raconte pas la petite histoire, non, je ne t'aime pas. C'était comme ça à l'école. Et moi, j'allais chercher des histoires. À l'école, ça ne m'intéressait pas du tout, vraiment. Ça ne m'intéressait pas du tout.
Moi, j'ai toujours pensé que j'ai jamais voulu devenir une sorte de souffre-douleur, mais j'aurais pu l'être en fait. Parce que je me cachais en fait pour lire, je disais pas ce que je lisais à l'école parce que ça faisait toujours un peu petite fille quoi. Et j'aimais pas, je me suis toujours considéré à l'école comme un touriste. Je me suis mis aux jeux vidéo en touriste. Je jouais au basketball en touriste, du football en touriste, juste pour être avec les autres. Mais quand je rentre chez moi, c'est autre chose. C'est mes bouquins, c'est pour ça aussi que j'invitais aucun camarade à la maison. Moi j'invitais personne quoi. Ma maison c'était, chez moi c'était mon cocon quoi, où je me sentais très très bien tout seul. Et je préférais aller chez les camarades, chez les condisciples de classe. J'invitais personne quoi. Ah non. Et ce qui était comique c'était, j'avais une sorte de pouvoir sur eux parce que je lisais. C'était assez comique quand même. Et moi j'étais toujours touriste avec eux. Ouais, et ouais, c'est le livre, c'est la lecture qui me donnait cette sorte de pouvoir en fait. C'est-à-dire ils pensaient que j'étais plus intelligent, alors que c'était peut-être même pas vrai. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça m'a poussé aussi à lire beaucoup plus en fait. J'avais une longueur d'avance grâce au livre. Je pouvais parler, je pouvais interroger les professeurs, mais surtout les profs de français les profs de français ou d'histoire. J'avais faim quoi de savoir en fait. Ouais. Ah, c'était ça l'école, mais c'était. Je pouvais pas être à l'aise à l'école. Je pouvais pas être à l'aise parce que j'avais trop de choses de cachées en fait. Et le matin, ah non, c'était pas un gâteau l'école, hein. C'était pas une fête. C'était pas la fête. J'aurais préféré avoir un seul professeur en fait, ou deux. Prof d'histoire et de français, tout court. Ouais. Mon travail d'écrivain, c'est un travail d'artisan plutôt. Hein. Moi, je peux pas. Ça me fait sourire hein, les gens qui parlent du premier jet, tu vois, de leur facilité d'écriture. Moi, c'est pas facile d'écrire. Pour moi, l'écriture, c'est comme l'enfance, hein, c'est la douleur. Hein, moi, j'écris comme un maçon en fait, comme on construit une maison. Et je pose une pierre, c'est pierre après pierre, c'est mot après mot. C'est-à-dire, moi, j'arrive même pas à écrire une phrase dont je suis satisfait tout de suite, quoi. Ah non, j'arrive. Ça, j'ai du mal à parler de l'œuvre de Marvin Victor. Je suis trop jeune, j'ai 30 ans. Je vais avoir 31 ans. Non, c'est trop. Je fais mon petit chemin, tranquille. D'abord, il y a quelques nouvelles un petit peu éparpillées. Par exemple, ma première nouvelle, mon premier texte lu par d'autres personnes. Parce qu'avant, j'ai du mal à me laisser lire en fait. J'ai du mal, j'ai peur des gens
qui vont me dire c'est bien. Et c'est pour ça que je donne jamais aux gens. J'ai pas de lecteur. J'ai pas de lecteur. C'est pour ça que après avoir écrit quelque chose, je mets ça de côté pendant 1 mois ou 2 pour pouvoir avoir un autre regard. C'est-à-dire je me transfigure en fait pour pouvoir être dans la peau d'un lecteur ou du lecteur. Je prends ce recul pour faire mon propre travail et d'avoir ce double travail à la fois de romancier, de raconteur d'histoire et de lecteur. Parce que j'aime pas avoir cette autre personne qui n'est pas moi et qui lit mes propres histoires et qui probablement cet autre qui va me dire que c'est bien ou j'aime pas ça, j'aime pas du tout. C'est-à-dire il faut, pourquoi je donnerais à quelqu'un mon texte à lire, c'est pour me casser en fait, pour me faire aller de l'avant. Je donne pas. En fait, je peux dire que c'est la langue. Hein. C'est surtout la langue. Moi, j'ai voulu travailler la langue parce que ça m'a toujours fasciné un peu quand même. C'est certaines expressions, les proverbes. Je m'arrête souvent, parce que ça fait pas longtemps que je parle en fait. J'ai toujours aimé écouter les gens. Et derrière une phrase, je vois des histoires en fait. Un visage peut m'inspirer, non pas inspirer, j'ai du mal avec ça, en fait ce mot d'ailleurs. Je préfère parler de ma mémoire littéraire. C'est la mémoire littéraire aussi qui m'a poussé à écrire, qui m'a poussé qui m'a donné ce désir d'histoire, de fiction. C'est surtout un personnage, je crois. C'est surtout le personnage, parce que j'essaie toujours de faire comme si je faisais un film en fait. C'est pour ça que le visage c'est très important pour moi. Le visage et le verbe, le propos, c'est ce qui porte l'histoire en fait, c'est la langue. Et moi, le premier travail que je fais, c'est construire le vocabulaire de mon histoire, la langue. C'est-à-dire, par exemple, avant d'écrire une histoire, je construis toute une sorte de vocabulaire, des mots qui vont revenir dans l'histoire, qui vont traverser l'histoire, qui vont porter l'histoire. Et c'est cormêlé, ça. C'est cormêlé. Il y a des mots. C'est ce qui importe pour moi dans une histoire. Pour un livre, je veux dire. Et après, il y a l'autre travail d'agencement, de sens, travail sur le sens. Mais d'abord, c'est la langue, quoi. Le travail de l'écrivain, c'est ça. Se laisser travailler par la langue. Et le travail de l'écrivain, c'est le travail d'un trafiquant de beauté, en fait. Pour moi, c'est ça. Je cherche la beauté de la langue, travailler la langue. Sinon, il n'y a pas de littérature sans ça, hein, à mon avis. Il n'y a pas de littérature. Je fais un travail aussi de mise en espace. Parce que l'espace agit sur le personnage, sur la personne. Par exemple, je suis ici, là. Probablement, cet espace m'inspire, me pousse à vous dire des choses. Et c'est aussi ce travail que je fais avec mes personnages. Par exemple, je construis déjà l'espace où va évoluer mon personnage. Et c'est comme ça que je mets mon personnage dans cet espace
Par exemple, je mets des tables, j'adore les petites tables à guéridon, des trucs comme ça. Par exemple, ou poser des cendriers, bon, la plupart du temps c'est des fumeurs aussi, des buveurs aussi, pour pouvoir pour l'excuse aussi, l'excuse de l'alcool, l'excuse surtout de la folie de mes personnages. Ou l'alcool, ou la drogue, ou des trucs comme ça, quoi. C'est mes personnages. C'est des gens maniaques, j'aime bien les gens maniaques. Comme je le suis aussi d'ailleurs, avec la langue, avec... En fait, c'était une question difficile. C'était une question difficile. Quand Corps-Mêlé, ça parle d'une femme dévorée par la vie, comme je l'ai dit dans une interview. Comme on l'est tous d'ailleurs par la vie, on est dévoré. Parce que pourquoi? Parce que l'humanité nous blesse en fait. Et il faut trouver un moyen de faire partie de cette humanité. Je crois pas au suicide. Je crois plutôt au travail, c'est-à-dire au travail sur une certaine présence en fait, au monde, comme parle Lionel Trouillot d'ailleurs. Et non, il faut pas se casser, il faut rester. Même si l'humanité nous blesse, il faut faire avec cette humanité. Et c'est aussi l'histoire de... C'est de ça que parle cette femme. Elle est dévorée par le pays, elle est dévorée par les gens, par elle-même aussi, par sa fille, par la vie que menait sa fille, et tout à coup, par la mort de sa fille. Et il faut une manière, il faut une langue pour raconter ce qu'elle vivait avec cette fille. Cette fille qu'elle élevait toute seule. Elle est dévorée aussi par son enfance, dans laquelle elle replonge quand ça va mal. Et c'est pour ça que dans Corps-Mêlé, elle fait ce retour en enfance. Même si cette enfance, elle n'était pas si magnifique que ça. Mais dans cette enfance, elle a pu avoir les moyens de vivre. C'est dans cette enfance qu'elle pioche, qu'elle prend sa force d'existence en fait. Et aussi personnellement, l'enfance pour moi, c'est là où je vais quand je vais mal en fait aussi. Et j'ai fait faire aussi ce même travail à cette femme sur retour en enfance. Se servir de ces étincelles de beauté pour pouvoir affronter la vie, l'actualité, l'immédiateté, toutes sortes de blessures de l'humanité. Et c'est le travail qu'elle a fait. Aussi avec la musique, notamment la musique de Billie Holiday. D'ailleurs, elle a dit que la voix de Billie Holiday est devenue celle de sa mère. C'est une femme qui s'est construite elle-même. Comme moi aussi, je me suis construit moi-même. Je suis mon propre fils et mon propre père. Et c'est aussi l'histoire de cette femme. Quand j'écris mes histoires, je fais une sorte de performance. J'étais cette femme. J'étais devenue cette femme. Il faut aller, moi je fais jusqu'à l'extrême. J'ai été jusqu'à l'extrême pour écrire cette histoire. Parfois j'étais une femme. Ben ouais, pourquoi pas? Parce que moi personnellement je suis un homme-femme. Ouais. C'est ce qui a facilité l'écriture de ce roman aussi. Il ne faut pas faire dans la demi-mesure en fait.
faut y aller. Ouais. C'est la fuite. C'est la fuite des corps. Parce que c'est une femme qui a horreur aussi, même dans l'amour. Parce qu'elle croit qu'il y a la mort qui gêne tout être humain. Elle a horreur des corps mêlés. Elle a horreur des corps dans les fosses communes. Elle a horreur de ça. À la fois des corps morts et même des corps pendant l'amour. C'est une obsession pour elle, c'est une fixation, les corps. C'est pour ça aussi qu'elle parle beaucoup de ses seins, qui la gênent. Elle dit que certaines femmes voudraient avoir ses seins, mais elle n'en veut pas, elle. C'est comme des pièces détachées. Elle en a marre de ses seins. Même si les hommes adorent ses seins. Corps mêlé, c'est un peu ça. C'est la fuite de soi. Et c'est aussi ce retour en enfance. Où elle n'en avait pas. Où elle n'avait pas de seins, où elle n'avait pas de fesses, où elle n'avait rien. Et c'est aussi la douleur de la naissance de ses seins, de la naissance de ce corps de femme. Ouais, c'est un peu ça, comme on dit. Et c'est les corps du 12 janvier aussi. Elle veut pas les voir. Bah pour moi, personnellement et profondément, je pense que toute île est un asile de fous, de mégalomanes. Ouais, tout à fait, je le pense. De mégalomanes et de schizophrènes. Et toute île aussi, c'est une prison. C'est pour ça que l'ailleurs m'a toujours fasciné. Moi, j'ai toujours fait face à la mer. Parce que j'ai toujours voulu partir. Comme toute personne qui vit sur une île. C'est comme une sorte de nombril en fait. C'est-à-dire, quand tu vis sur une île, tu écris une petite phrase et tu penses que tu es un génie. Et l'île favorise, le fait de vivre sur une île favorise ça. Toute personne vivant sur une île pense qu'il est un génie. Et j'ai découvert ça très tôt. Je me suis dit, ok, méfie-toi de la vie de toutes sortes d'îles en fait. C'est comme l'île de France, c'est comme à New York. Les gens qui vivent à New York pensent... On est là d'ailleurs à New York, à Paris, pour bouffer la ville, pour devenir quelque chose. Ben, j'aime pas les îles. J'aime pas les îles. C'est des endroits où mourir de sexe, de rhum et de je ne sais pas quoi, d'alcool. Parce qu'il n'y a pas d'espace. C'est un mouchoir de poche. J'aime pas les îles. Autant dire, j'aime pas la prison en fait. Je préfère les savanes désolées, les déserts, les landes, je sais pas, je préfère les grands espaces où tu peux devenir une femme ou un homme ou un enfant et que ça ne concerne, ça ne regarde personne. Tu peux devenir tout ce que tu veux dans les grands espaces, mais pas sur une île. Je peux le dire, si j'étais en Haïti, j'aurais pas pu écrire Corps mêlé. J'aurais pas pu devenir cette femme à Port-au-Prince.
Mais à New York, j'ai pu le faire. Ouais. Ouais. Bah, les cartes postales. Non, 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 non. Moi, j'aime pas les îles. Je suis né sur une île, mais non. J'aime pas les îles. Si j'avais pas fini mon livre dans les grands espaces, je serais pas revenu là. Ce serait pas facile pour moi parce que j'ai jamais fini un truc sur une île. Hein. Ah non, mais attends, regarde hier soir. Après une cuite pareille, tu fais rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Sur une île, si tu restes chez toi tout seul, ben, on va te traiter de misanthrope. C'est pas possible d'être tout seul sur une île. Non, 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 il y a toujours quelqu'un qui vient frapper à ta porte ou qui t'appelle. Hein, c'est pour faire la fête parce que la carte postale, tu vois, l'idée de l'île où ça fait la fête, où ça boit du rhum, c'est vrai. Moi, quand je suis en Haïti, j'ai tout le temps envie de faire la fête. Hein. Ben ouais. J'ai tout le temps d'avoir une fille aussi, tu vois. Et pour faire la fête, il faut des filles. Naturellement. Ah ouais, t'as envie de faire la fête, quoi. T'as pas envie d'écrire un roman. Attends, mais il y a mieux à faire, hein. C'est pour ça, moi, quand j'ai envie de bosser vraiment, je me casse de cette île. Ah ouais, ouais. Et je reviens avec quelque chose sous le bras. À la main, quoi. Ah non, non, non. Non, non, non. Oh non, mais il y a trop de trucs à faire sur une île. Il y a trop de choses à faire. Surtout le travail sur un roman qui demande du temps pour soi, qui demande de la solitude. Et la solitude, ça n'existe pas sur les îles. Surtout Haïti, d'ailleurs. Non, 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 il y a autre chose à faire, il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. Ah non, 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 mais attends, bah, il fait toujours beau. Hein. C'est très petit bourgeois. Hein. Il fait beau. Là, on n'a pas envie de rester chez soi. Quoi. Ça va. Non, non, non. Les îles, c'est trop petit bourgeois pour écrire des romans.